Bien, donc bienvenue pour cette correction du DM numéro 12. Donc dans cet exercice d'algèbre, nous allons travailler dans l'espace vectoriel E égale R de 2x. On vous dit qu'on va considérer la base canonique de R de 2x. On vous donne une certaine matrice 3, 3. Et on prend F un endomorphisme dont la matrice dans cette base-là est M. Alors, comme E est dimension 3 et que F est un endomorphisme, on sait que son nombre de colonnes, c'est la dimension de l'espace de départ. Donc ici, E, c'est 3. Et on sait que son nombre de lignes, c'est la dimension de l'espace d'arrivée, ici comme c'est 3 aussi, donc on a bien une matrice 3 à 3, donc c'est bien cohérent de dire que la matrice de F dans la base B, c'est bien une matrice M avec 3 lignes et 3 colonnes. Alors première question, on vous dit, on prend un polynôme de R de 2x, donc R de 2x c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, donc on vous a pris un polynôme quelconque, et on vous a dit, on va calculer F de P. Alors, je vous propose deux méthodes pour ça, ça dépend de ce que vous préférez. Première chose que vous pouvez faire, c'est vous avez f de p, on peut remplacer f de p on peut remplacer p par ce qui vaut ax au carré plus bx plus c. Seulement, on sait que f elle est linéaire, donc ici j'ai une combinaison linéaire, donc je peux éclater la combinaison linéaire, et donc je pourrais écrire que c'est a de f de x au carré plus b de f de x plus c fois f de 1. Alors là, vous allez me dire, vous voulez calculer f de quelque chose, et puis maintenant vous vous retrouvez à calculer f de 3 trucs. Comment ça c'est possible? Et bien pour ça, il faut se rappeler de qu'est-ce que ça veut dire que m est la matrice de f dans la base B. C'est-à-dire que ici, dans la première colonne, j'ai les coordonnées de f de l'image du premier vecteur. Ici, le premier vecteur, c'est f de 1. Et ces coordonnées-là sont données dans la base qu'on m'a donné 1, x au carré. Donc je sais que f de 1, c'est un vecteur dont la coordonnée suivant 1 c'est 0, dont la coordonnée devant x c'est 0, et dont la coordonnée de x au carré c'est 1. Donc je sais directement que f de 1 c'est x au carré. Pareil, il y a du f de x ici, f de x, je sais que il correspond à, comme c'est le deuxième vecteur, x c'est le deuxième vecteur de ma base canonique, je sais que f de x, je vais lire ces coordonnées dans la deuxième coordonnée, ces coordonnées de f de x, donc c'est donc un vecteur, et dans quelle base j'ai ces coordonnées? Dans la base 1 x carré. Donc ici, je tire que f de x, eh bien, ces coordonnées, c'est 1, donc ici le f de x qui est là, donc 1 fois 1, plus 1 fois x, plus moins 1 fois x au carré. Et enfin, f de x au carré, f de x au carré, comment je vais trouver ce vecteur-là? C'est dans la troisième colonne que je vais trouver ce vecteur-là. Et donc f de x au carré, c'est du coup, moins 2 fois 1 plus 0 fois x, donc je ne l'ai pas marqué, plus 3x au carré. Voilà. Puis après, j'ai plus qu'à multiplier ça par a, ça par b, ça par c. Puis après, je peux réarranger, je vais mettre les termes en x carré ensemble, les termes en x ensemble, les termes constants ensemble, et j'aurai un résultat. Je vous laisse finir les calculs. Donc ça, c'est la première méthode. Une deuxième méthode, ça consiste à faire un produit matriciel. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un polynôme P, et ce polynôme-là, je cherche à calculer f de P. Seulement, je sais que calculer un polynôme, ça revient aussi à calculer sa matrice des coordonnées. Donc, ce que je peux aussi faire à partir de ce polynôme P, au lieu de calculer directement f de P, c'est que je peux chercher à calculer la matrice de ses coordonnées. Donc la matrice de ses coordonnées, classiquement, dans le cours, je vais appeler grand X égale la matrice dans la base B de mon vecteur de départ, donc ici P. Aussi, je ne vais pas l'appeler X, parce que X, je pourrais le confondre avec le X des polynômes. Grand X, ce sera un vecteur colonne, donc je vais l'appeler X tilde. Et donc, une fois que j'ai P, je peux former le vecteur X tilde. Et le vecteur X tilde, donc c'est quoi? C'est les coordonnées de P dans la base B. Donc c'est écrire P, c'est le décomposer dans la base 1x carré. Vraiment, du coup, ces coefficients-là, on les a, parce qu'ici j'ai a fois x carré, plus b fois x, plus c. Donc ici, x tilde, ça sera les coordonnées de P dans la base B, donc la coordonnée devant 1, x carré. Attention, on travaille dans la base 1, x carré, donc c'est 1, x carré en premier. Et donc la coordonnée de P devant le polynôme constant 1, c'est c. Le scalaire devant le x, c'est b, et ici, c'est a. Donc ici, je me retrouve avec a, b, c. Qu'est-ce que je peux faire avec ce vecteur a, b, c? Un vecteur dans R3, je peux le multiplier par m. Ici, j'aurai grand M fois ABC. Alors, ce produit scalaire
M fois ABC, bah, du coup je peux recopier la matrice M. Et donc c'est 0, 0, 1, 1, 1, moins 1, moins 2, 0, 3, que je dois multiplier par le vecteur A, B, C. Et ça, eh bien, je peux faire ce produit matriciel. Donc ici, ça me donnera B moins 2C, ça me donnera B, et ça me donnera A moins B plus 3C. Alors, quel rapport entre f de P et M fois x tilde? Eh bien, je sais que f de P, c'est un vecteur dont les coordonnées dans la base d'arrivée, donc ici la base B, sont données par ces nombres-là. Donc du coup, je sais que f de P, c'est B moins 2C fois le premier vecteur de la base, donc fois 1, plus B fois le deuxième vecteur de la base, plus A moins B plus 3C, facteur de x carré. Pourquoi? Parce que je sais que je passe de f de... Les coordonnées de f de P sont données par ce produit matriciel. Ça, c'était le théorème numéro 1, je crois, du chapitre matrice d'application linéaire. Et donc, ça me permet de calculer f de P. Normalement, si vous faites le calcul là, je vous laisse le finir, vous trouverez la même chose. Ici, j'ai directement les coordonnées, donc j'ai directement le polynôme. Je n'ai pas besoin de regrouper les termes, c'est déjà fait par le produit matriciel. Et donc, voilà comment on pourrait faire pour la deuxième méthode. Du coup, on peut passer à la question d'après. Donc, la question d'après. Question 2, on vous dit calculer le déterminant de f. Donc, tout d'abord, il faut savoir que le déterminant d'une application f, d'un endomorphisme f, c'est le déterminant de sa matrice dans une base donnée. Donc ici, c'est le déterminant de M. De toute façon, je n'ai pas d'autres matrices. J'ai d'autres bases dans lesquelles je pourrais représenter F. Donc je pourrais obtenir d'autres matrices. Mais pour l'instant, j'en ai qu'une, c'est M. Donc il faut que je calcule le déterminant de M. Donc le déterminant de M, du coup, c'est le déterminant de cette matrice-là. Donc comme c'est un déterminant, je mets des barres droites et non pas des barres, des parenthèses. Donc c'est 2, 0, 3. Et puis là, il faut que je calcule ce déterminant. Alors là, j'ai de la chance. La première colonne, il n'y a que des zéros sauf un seul terme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais développer suivant la première colonne. Donc vous écrivez bien l'écrit à ce moment-là, développement par rapport à la première colonne. Donc ça me donnera 0 fois quelque chose, donc je m'en fiche, pour le 0 qui est là. Plus 0 fois un truc, donc je m'en fiche. Plus une fois, donc ce 1 là, je sais qu'il faut qu'il y ait un moins 1 puissance l'indice de ligne plus l'indice de colonne. Donc ce 1 là, il a un indice troisième ligne, première colonne, donc 3 plus 1, ça fait 4. Fois le déterminant que j'obtiens quand je vire cette ligne-là et la colonne qui contient le 1. Donc ici, je dois virer cette ligne-là et cette ligne-là. Et donc du coup, j'obtiens le déterminant 1, 1, moins 2, 0. Donc ça, c'est le déterminant de matrice de 2, donc je peux le calculer directement. C'est 1 fois 0, 0, moins 1 fois moins 2, donc ça fait moins 2, mais comme il y avait un moins, ça fait 2. Et tout ça, c'était positif, donc ça fait 2. Et donc voilà, j'ai calculé que peut-on en déduire? 2 c'est différent de 0. Et donc ça prouve que f est un automorphisme. Ça prouve que la matrice M est inversible. Et le pendant pour les applications linéaires, c'est que f elle est bijective. Et comme c'est un endomorphisme, c'est f est un automorphisme. Il est bijectif et c'est un endomorphisme. Donc le terme c'est automorphisme. Et voilà, on a fini du coup la question numéro 2. On peut passer à la question numéro 3. Alors la question numéro 3. On vous dit déterminer le rang de M-3. Donc, pour calculer le rang de M-3, on va calculer cette matrice. M-3. Okay. Un piège à ne pas faire, c'est retirer à M les 1 partout. Il faut retirer des 1 seulement sur la diagonale. Donc ici, ça me donnera moins 1, 0, 2. Donc ça, c'est pour les termes sur la diagonale. Les autres termes, ils ne changent pas parce que la matrice identité, elle n'a pas de termes. Ces termes hors de la diagonale sont non nuls. Et donc là, je dois calculer le rang de cette matrice. Alors, je peux me rappeler que le rang de cette matrice-là, c'est le rang de ces vecteurs colonnes. Donc c'est le rang de C1, C2, C3, si je veux. C1, C2, C3. Alors, si j'appelle C1 ça, C2 ça et C3 ça, évidemment. Mais ce que je peux remarquer, c'est que C2, c'est l'opposé. C2, en fait, il est égal à moins C1. Et C3, il est égal à 2 fois C1. Donc le rang, il faut se rappeler que c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré. Donc ici, j'aurai vect de C1, C2, C3 implicitement. Mais C2 et C3 ne servent à rien dans ce vect parce qu'ils sont déjà liés à C1. Donc en fait, ça c'est le rang de C1. Et ici, C1, comme C1 c'est un seul vecteur non nul, eh bien, le rang c'est 1. Le rang, il faut se rappeler, c'est le rang d'une famille libre, c'est le nombre de vecteurs quand la famille est libre. Ici, quand j'ai C1 et que C1 est un vecteur non nul, forcément j'ai 1.
On me dit en déduire la dimension d'un noyau. Donc, si on me parlait d'un rang et qu'après on me demande la dimension du noyau, c'est qu'il y a un lien entre rang et noyau. Et ce lien, bah, c'est le théorème du rang. Donc le théorème du rang, il me dit que la dimension du noyau d'une matrice, donc ici M-3 visiblement, plus son rang, donc le rang de cette matrice, eh bien il faut se rappeler que donc quand on est avec les applications linéaires, c'est la dimension de l'espace de départ, et ça quand on est en version matricielle, c'est le nombre de colonnes, parce qu'il faut se rappeler que le nombre de colonnes représente toujours la dimension de l'espace de départ de l'endomorphisme F. Et donc ici, eh bien le rang, ici donc c'est 3, le nombre de colonnes c'est 3, et donc ici directement c'est 3. Une erreur à ne pas faire, c'est penser que c'est la dimension de Mn de M3 de R qui serait 9. Ici, c'est 3. Bon, mais l'avantage de ça, c'est que si je sais que j'ai un rang qui vaut 1, ici, je sais que j'ai un rang qui est égal à 1, donc forcément, la dimension du noyau, il faut qu'elle vaille 2. Quand je fais passer 1 de l'autre côté. Et donc, j'ai trouvé 2. Voilà, donc ça permettait juste de connaître la dimension du noyau, mais pas de trouver le noyau. Ça va être évidemment la question d'après. Alors, pour faire la question d'après, donc je vous rappelle, quand on veut trouver une famille génératrice d'un espace vectoriel, on se donne direct au départ un vecteur x quelconque. Alors, techniquement, je ne devrais pas l'appeler x parce qu'on pourrait le confondre avec les x des polynômes. Bon, si vous voulez, vous l'appelez x tilde ou y ou z comme vous voulez. Bon, allez, on va l'appeler x tilde, histoire de dire que on ne crée pas de confusion. Donc, je prends un vecteur quelconque dans l'espace de départ. Donc, ici, c'est l'ensemble des matrices à 3 lignes et une colonne. Et puis je vais raisonner par équivalence pour dire qu'est-ce que ça veut dire que ce x tilde, que souvent j'appelle x mais que là je vais appeler x tilde, est dans le noyau de M-3. Donc ça veut dire quoi que x tilde appartient à ce noyau? Eh bien, par définition, ça veut dire que M-3 fois x égale le vecteur nul. Alors ici le vecteur nul c'est 0, 0, 0. Et donc il faut que je fasse ce produit-là. Alors, si je fais ce produit-là, en fait, du coup, ici il faut que je fasse m moins identité. Donc ici je l'ai déjà fait avant mais je l'ai perdu. Donc ici ça vaudra 0, ici ça vaudra 2 et ici ça vaudra moins 1 quand je ferai m moins i3. Là, je ne recopie pas mais pour gagner un peu de temps. Donc du coup quand je ferai le produit avec grand X, ça me donnera moins x plus y moins 2z. En deuxième ligne ça me donnera, du coup comme c'est une ligne avec que des 0, 0. Et la dernière ligne ça me donnera x moins y plus 2z égale, alors tout ça c'est égal à 0, 0, 0. Et donc là je me retrouve avec deux matrices qui sont égales, et donc si deux matrices sont égales, si et seulement si, eh bien je peux identifier les coefficients, donc moins x plus y moins 2z égale à 0, 0 égale 0, pas très utile, mais bon, recopions-le, moins y plus 2z égale à 0. Et là j'ai un système linéaire à résoudre. Alors pour résoudre un système linéaire, classiquement on échelonne. Et là vous voyez, bon, une ligne avec 0 égale 0, on peut la mettre où on veut, on peut l'oublier, donc ça c'est pas un problème pour échelonner. Mais là vous voyez, cette ligne là elle commence par du x, celle-là ne doit pas commencer par du x et il faudrait qu'elle commence après. Donc par exemple ce que je pourrais faire c'est éliminer le x qui est là, et pour éliminer le x qui est là, par exemple je peux faire L2 devient L2 plus L1. Si je fais ça, donc du coup L3, parce que c'est la troisième ligne. Là, de toute façon, la deuxième ligne, je peux l'oublier parce que 0 égale 0, c'est toujours vrai. Donc la première ligne, elle devient moins x plus y moins 2z égale à 0. Donc du coup, la deuxième ligne où 0 égale 0, je l'élimine. Et la troisième ligne, quand j'ajoute pour éliminer ce x là, je m'aperçois en même temps que du coup, le y s'élimine et que le z s'élimine. Donc j'obtiens aussi l'équation 0 égale 0. Et donc 0 égale 0, c'est une équation qui est toujours vraie. Et je peux l'éliminer. Voilà. Donc là, effectivement, on a eu un coup de bol, parce qu'en éliminant le x, finalement, on a tout éliminé les y et le z. Une autre façon de dire, c'est de voir que cette équation-là, c'est l'opposé de cette équation-là. Donc évidemment, si cette équation est vérifiée, on la met par moins 1, cette équation-là est vérifiée et vice-versa. Donc en fait, ce système-là est seulement équivalent à cette ligne-là. Et là, vous voyez, j'ai trois variables qui sont reliées par une équation. Ce que je peux faire, c'est que du coup, je vais exprimer une des variables en fonction des autres. Donc ça, c'est une histoire de inconnu principal et secondaire que vous avez vu dans le chapitre système linéaire. Quand j'ai un truc comme ça, je garde une équation, un inconnu que j'exprime en fonction des autres. Donc ici, je peux dire que c'est x. Alors peut-être plutôt passer à y, c'est peut-être y que je vais isoler, parce que du coup, si je fais ça, y, je peux dire que c'est x plus 2z. L'avantage de faire ça, c'est que du coup, il y a plus signe moins, c'est peut-être plus élégant. Enfin, si vous avez fait autre chose, c'est pas très grave,
Mais par exemple, tant que je raisonne par équivalence, j'ai le droit de faire ça. Et donc grand X, et bah du coup il est égal à quoi mon grand X? Et ben en fait finalement sur X et sur Z, la moralité c'est que j'ai pas de contrainte. Par contre Y, il faut forcément qu'il vaille X plus 2Z. Donc forcément, mon grand X s'écrit comme ça. Et s'il s'écrit comme ça, eh bien c'est que je peux éclater, pour l'écrire comme une combinaison linéaire, je vais isoler les X d'un côté et isoler les Z de l'autre. Et donc, du coup, si je fais ça, X 0 plus 0 2Z Z. Et puis là, je peux l'écrire comme une combinaison linéaire. Je peux écrire que quand X est égal à X facteur de 1, 1, 0 plus Z 0, 2, 1. Et ça veut dire que grand X, ça c'est équivalent à dire que grand X est une combinaison linéaire du vecteur 1, 1, 0 et du vecteur 0, 2, 1. Alors pourquoi c'est équivalent? Déjà quand j'écris comme grand X, je sais bien écrit que c'était une combinaison linéaire, donc il y a un sens qui est direct. Et l'autre sens, il faut se rappeler, qu'est-ce que ça veut dire que grand X est une combinaison linéaire? Ça veut dire qu'il existe un coefficient, c'est que grand X égale ce coefficient fois ce coefficient, plus un coefficient fois ce vecteur-là. A priori, il n'y a aucune possibilité, et ces coefficients-là peuvent prendre n'importe quelle valeur. Et ici, j'ai bien X peut prendre n'importe quelle valeur, et Z peut prendre n'importe quelle valeur. Attention, si ici j'avais eu X, j'avais eu à la place de ce Z, j'avais eu un X, en fait, j'aurais pas pu dire que c'était équivalent, parce que si grand X est une combinaison linéaire de ça, que grand X s'écrit comme lambda 1 fois ce vecteur là plus lambda 2 fois ce vecteur là, et pas forcément lambda 1 égale lambda 2. Donc si j'obtiens du X ici et du X ici, a priori c'est un problème pour cette équivalence là, j'aurais qu'une implication. Mais bon, ici j'avais X et Z deux valeurs différentes, et donc j'ai bien cette équivalence là. Et donc vous voyez au départ, alors j'avais dit que j'allais noter grand X tilde pour pas confondre avec les polynômes, et puis évidemment après j'ai oublié, donc ici il manque du X tilde partout. Encore une fois, si vous avez écrit que avec du grand X partout, c'est pas un problème, tant que vous n'avez pas confondu ce grand X là, ce vecteur colonne, avec grand X des polynômes. Il vaut mieux donner des noms différents à des grandeurs différentes, mais ici, si vous le faisiez, étant donné que ici, grand X, en fait, c'est une variable muette, parce que ce qui m'intéresse à la fin, c'est d'obtenir que ça égale ceci, parce que vous voyez, par équivalence, dès que grand X tilde est là-dedans, grand X tilde est là-dedans, et réciproquement, parce que j'ai raisonné par équivalence. Les gens qui ont écrit des donc partout, ou un seul donc à un moment, vous n'avez démontré qu'une inclusion. Moi, j'ai raisonné par équivalence, donc j'ai cette égalité. Mais attention, si vous voulez une égalité, il faut des équivalents à chaque fois. Et évidemment, il faut que ces équivalents-là soient vrais. Donc ce faisant, j'ai trouvé une famille génératrice de ce noyau, c'est ces deux vecteurs-là. Donc ça, c'est une famille génératrice du noyau. Parce que quand j'ai écrit comme un vect, j'ai a priori qu'une famille génératrice. Mais ces deux vecteurs-là, je peux me rendre compte qu'ils sont libres. Alors, quand j'ai deux vecteurs, c'est un cas particulier. Quand j'ai deux vecteurs, il suffit qu'ils soient non collinaires, et puis je vois bien que lui, il n'est pas collinaire à lui, et vice-versa. Attention, ça ne marche que si j'ai deux vecteurs, si j'ai trois vecteurs. Je peux avoir trois vecteurs 2 à 2 non collinaires, mais la famille y est, mais quand j'ai deux vecteurs, c'est vrai. Donc en fait, c'est même une base du noyau de M-3. Et donc j'ai une base avec deux éléments, donc je trouve que la dimension de M-3, eh bien c'est bien 2, parce que c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans une base, et ici je trouve une base, parce qu'elle est génératrice et libre. Et vous voyez que c'est bien cohérent avec la réponse d'avant, où j'avais trouvé que ce noyau était de dimension 2, et bien j'ai bien trouvé quelque chose de dimension 2, donc ça marche. Alors les gens qui ont peut-être, au lieu d'isoler Y, ils ont peut-être isolé X, ou vous avez peut-être isolé les Z, vous avez peut-être trouvé une autre famille génératrice, mais c'est pas très grave, parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas unicité dans la base, ici on est dans un plan, donc si on est dans un plan, peut-être que moi j'ai trouvé ces deux vecteurs-là comme une base de mon plan, et peut-être que vous avez trouvé deux autres vecteurs comme une base, mais ça c'est pas un problème de ne pas trouver les mêmes, parce qu'on vous a dit de trouver une base, non pas la base, il n'y a pas unicité de la base, et d'ailleurs vous le savez en SI ou en physique, parfois vous changez de repère. Bon, repère et base c'est quasiment la même chose, sauf que en maths, le repère, en fait, l'origine du repère c'est toujours le vecteur nul, tant qu'on fait de l'algèbre, et vous voyez il y a plusieurs bases, et c'est pas un problème. Chaque vecteur du plan formé par mon écran peut s'écrire comme une combinaison linéaire unique de mes deux vecteurs rouges, puisque vous avez trouvé ces deux vecteurs blancs, mais chaque vecteur de ce plan-là s'écrit comme une combinaison linéaire unique aussi de ces vecteurs-là. Donc il peut y avoir plusieurs bases, il y a toujours plusieurs bases, à moins d'être dans un espace vectoriel de dimension égale à 0, ce qui n'est pas un cas très utile.
Mais voilà. Donc si vous n'avez pas trouvé la même chose que moi, tant que vous avez trouvé des choses qui sont dans le noyau, que vous en avez trouvé deux et que ça forme une famille génératrice, donc étant donné que par exemple ce sont deux qui sont libres, c'est bon. Voilà, donc ça c'était le premier, le premier noyau. Puis alors, je peux passer au deuxième. Alors si je passe au deuxième maintenant, bah, du coup première étape, pour calculer je vais calculer m-2i2, donc m-2i2 de moins 2i3, donc c'est m auquel je retire des 2 sur la diagonale, donc ça me donnera moins 2, moins 1, 1, et attention, tous les autres coefficients je ne les change pas. Une erreur c'est de retirer 1 à tous les coefficients, si vous faites ça, ça va plus du tout marcher. Donc ça c'est ma matrice m-2i3, et donc pareil, je vais prendre mon x tilde. Alors, je vais repréciser que x tilde c'est un coefficient, c'est un vecteur x, y, z, un vecteur colonne de m31 de R. Et puis, bah, pareil, je vais raisonner par équivalence pour trouver une base de mon noyau. Donc, ce x tilde appartient au noyau de m-2i3. Ça équivaut à ce que le produit de m fois x tilde vaille 0. Donc ici, je peux le calculer. Alors, du coup, si je calcule directement le produit, peut-être pour aller plus vite, donc ça me fera de moins 2x plus y moins 2z. Ici, ça me fera moins y quand je fais le produit, et ici, ça me donne x moins y plus z égale 0. Égale, donc le vecteur nul colonne 0, 0, 0. Et puis ça, je peux identifier. Quand j'identifie, ça me dit... Alors, je vais peut-être identifier par rapport à la deuxième ligne, ça va peut-être être légèrement plus rapide. La deuxième ligne, elle me dit que ça doit être la même chose. Il faut que y vaille 0. Du coup, quand je remplace y par 0 dans la première ligne, ça me donne que moins 2x plus y, du coup plus y qui s'en va, donc moins 2z égale 0. Et ça me donne x plus z égale 0. À nouveau, c'est pas un système échelonné, parce que cette ligne, elle commence par x et celle-là aussi. Donc je peux éliminer le x, par exemple, dans cette ligne-là, en faisant, eh bien, L2 va devenir L2 plus L1, L3. Donc y, il vaudra toujours 0. Et quand j'additionne 2, alors je vais additionner 2L3 pour éliminer les x, et bien je vais m'apercevoir que les z en même temps vont s'éliminer. C'est normal, en fait, la deuxième ligne est égale à moins 2 fois la troisième. Donc ici, je vais obtenir 0 égale 0. Et puis la dernière ligne, c'est x plus z égale à 0. Autrement dit, je peux l'écrire que z égale à moins x. Et donc ça, si je reviens maintenant que j'ai résolu mon système linéaire, je peux donc dire que mon x tilde, finalement, il vaut... Bah, y, forcément, il faut qu'il vaille 0. X, j'ai pas de condition sur lui, par contre, z doit valoir moins x. Donc il vaut moins x. Et ça, du coup, c'est x fois le vecteur 1, 0, moins 1. Et donc, ce que j'ai réussi à prouver, c'est que grand x tilde était équivalent, enfin, appartenait à vect du vecteur 1, 0, moins 1. Et donc, eh bien, j'ai raisonné par équivalence partout, j'ai pas mis de donc j'ai pas qu'une seule inclusion, j'ai vraiment l'égalité de ces deux ensembles. Encore une fois, si vous avez mis un donc à un endroit dans ce raisonnement-là, vous n'avez démontré qu'une inclusion et pas l'égalité. Et donc, eh bien, le noyau de m-2i3, c'est égal à vect de 1, 0, moins 1. On m'en a demandé une base, ici j'ai un seul vecteur, et donc si j'ai un seul vecteur non nul, je sais que ça en fait une base. Donc je peux écrire 1, 0, moins 1. Donc ça c'est un vecteur. J'en prends la famille formée de ce unique vecteur, donc je mets des parenthèses, est une base de mon noyau. Voilà. Donc là j'ai plus qu'à, si vous vous demandez une justification, vous mettez juste là différent du vecteur nul. Comme ça, il n'y a pas de souci. Un seul vecteur non nul, c'est toujours une famille libre. Et ici c'est une famille génératrice puisque je l'écris comme un vect. Attention, ici j'ai pas 3 vecteurs, ici je suis, quand je travaille dans les noyaux de matrices, je suis dans l'espace vectoriel des matrices 3 lignes et une colonne. Et donc quand j'ai 3 nombres entre parenthèses comme ça, c'est un seul vecteur. Donc ici j'ai bien un seul vecteur. Ne vous confondez. Il ne faut pas confondre quand vous comptez des choses. Voilà. Alors est-ce que c'était cohérent de trouver un seul vecteur dans le noyau? Alors même si le sujet vous le demandait pas, on pouvait se rendre compte ici que cette matrice-là était de rang 2. Pourquoi elle était de rang 2? Parce que la troisième ligne était égale à la première ligne, et ces deux premières colonnes, donc en fait le rang de cette matrice, le rang de ces 3 colonnes, mais la troisième colonne, elle était proportionnelle à la première, donc je pouvais l'éliminer, et donc en fait le rang de cette matrice, c'était le rang seulement des 2 premières colonnes, et comme
comme ces deux premières colonnes forment une famille libre. Pourquoi elles forment une famille libre? Parce que on voit bien qu'elles sont non collinaires et quand il y en a deux, ça suffit. Et bien du coup, c'est de rang 2. Donc si j'ai trouvé le rang de cette matrice égal à 2, forcément le noyau était de dimension 1. Et ici, j'ai bien trouvé un seul vecteur. Donc c'est cohérent. C'était pas demandé, mais ça vous permet, vous voyez, de vérifier que vous ne vous plantez pas. Alors du coup, maintenant, question numéro 5, on vous dit en déduire une base de f-i2 et f-i2. Donc ici, j'ai trouvé une famille génératrice de m-i3, et m, il faut se rappeler que c'est la matrice de f, et i3, c'est la matrice de l'identité. Donc ici, j'ai la matrice de f moins l'identité. Et donc, je sais que ici, les vecteurs qui sont là sont les coordonnées de vecteurs de ma base de f-i3. Et donc ici, je peux donc dire que je vais prendre le vecteur qui correspond à ça. Donc ça, c'est un vecteur dont les coordonnées dans la base 1, x carré sont 1, 1, 0. Donc ici, j'obtiens le vecteur 1 fois 1, donc 1, plus 1 fois x, plus 0 fois x carré, donc autrement dit rien. Donc ça, c'est un premier vecteur. Et mon deuxième vecteur, c'est 0 fois 1, plus 2 fois x, plus 1 fois x carré. Donc c'est 2x plus x au carré. Et donc ça va me donner une base de ker de f moins l'identité de E. Attention, il y a des gens qui mettent des parenthèses là, vous pouvez mettre des parenthèses autour de ces polynômes, mais ça, il faut se rappeler, quand je veux une base de f-3, je veux une famille de polynômes. Donc ici, je vais avoir un polynôme, et ici un autre polynôme. Donc ici, c'est bien ce que j'ai. Ici, je peux même l'écrire plus simplement, c'est 1 plus x. D'ailleurs, si vous avez un doute, quand vous faites ça, rien ne vous empêche de calculer f moins identité de 1 plus x, et on a vu à la question 1 comment vous pouvez calculer f de quelque chose, et puis évidemment, calculer l'identité de quelque chose, évidemment, on sait faire, c'est le quelque chose en question. Donc, vous pouvez calculer ça appliqué à 1 plus x, et vous verrez que ça vaut 0, et ça, et f moins identité appliqué à 2x plus x carré, grâce à la question 1, et vérifier que ça vaut 0. C'était pas demandé, mais au brouillon, ça peut vous permettre, si vous avez des doutes sur votre raisonnement, sur votre résolution de système, ça vous permet de ne pas avoir de doute, et surtout, ça vous permet d'avoir des réponses justes à cette question-là, pour que ce soit juste aux questions d'après. Et ça, c'est important que les questions d'après puissent être justes, parce que si vous faites une erreur là, vous perdez des points à cette question-là, et vous perdez à toutes celles d'après où vous en avez besoin. Donc quand vous voyez que vous avez une dépendance dans les questions d'après, eh bien il faut vérifier. Donc ça c'était pour ma première base, pour mon premier noyau, et puis j'avais un deuxième noyau. Le deuxième noyau, et bien pareil, il faut que je prenne le vecteur qui correspond à ce vecteur colonne, donc le vecteur dont les coordonnées sont 1, 0, 1 dans la base canonique. Pourquoi la base canonique? Parce qu'on m'a dit qu'on travaillait, que M, c'était la matrice de F dans la base de départ, c'était B, la base d'arrivée aussi, mais ici le noyau il est plutôt relié à ma base de départ. Donc ici, quand je calcule le vecteur qui est là, c'est 1 fois 1, donc 1, plus 0 fois x, donc plus 0, plus moins 1 fois x carré, donc moins x au carré. Et donc là, ça me donne un seul vecteur, c'est normal, ici j'avais qu'un seul vecteur, et donc là c'est une base de ker de f moins 2i3. Et voilà, du coup, j'ai mes deux bases. Alors, du coup, question d'après. Donc là, du coup, on a fait la question 5. Alors, du coup, on me dit, en faisant la réunion. Donc la réunion, il faut que je prenne les deux vecteurs que j'ai trouvés là et le vecteur que j'ai là, et puis j'en fais la réunion. Pour être exact, ce serait la concaténation des bases, mais enfin bon, ne chipotons pas trop. Donc là, j'avais trouvé deux vecteurs qui étaient 1 plus x et 2x plus x carré, je crois. Et l'autre, c'était 1 moins x carré. Je vais juste vérifier. J'avais bien 1 moins x carré, et l'autre c'était 1 plus x et 2x plus x carré, oui. Et donc là on me dit démontrer que B' est une base en calculant un déterminant. Donc ça veut dire qu'il faut que je calcule la matrice, il faut que je calcule le déterminant de cette famille-là, de trois vecteurs-là, dans la base B. Donc je dois calculer le déterminant de B' dans la base B. Autrement dit, c'est un déterminant, et chacune des colonnes représente les coordonnées de mes trois vecteurs. Donc ici 1 plus x, ça correspond à 1, 1, 0. Ici 2x plus x au carré, c'est 0, 2, 1. Ici c'est 1, 0, moins 1. En fait, ici ces colonnes-là, elles représentent les colonnes que j'avais déjà calculées ici et ici de mes vecteurs. Des vecteurs 1 plus x, 2x plus x carré et 1 moins x carré, les vecteurs qui forment B'. Et alors pourquoi je cherche à calculer ce déterminant-là? Parce que mon cours me dit que si jamais le déterminant de 7, si jamais ce déterminant-là est non nul,
comme B est une base, je récupérerai pour le même tarif que B' est une base. Alors là, c'est encore un déterminant 3-3, vous auriez pu dire, bah, je calcule par la méthode de Sarrus, mais c'est une mauvaise idée parce qu'il y a plein de termes à calculer, des plus, des moins, vous allez vous planter. Moi, je vais plutôt faire des opérations sur les lignes ou sur les colonnes, faire apparaître un maximum de 0. Donc vous voyez ici, par exemple, j'ai 1, 0, 1, donc j'ai déjà un 0. Ce 1-là, je peux l'éliminer en retirant à cette colonne-là la première colonne. Donc ce que je vais faire comme opération, c'est C3 devient C3 moins C1. Attention, j'ai vu dans les copies de plusieurs qu'il y a des gens qui font des opérations en mettant un signe équivalent, semblable, ou je sais pas trop quoi. Ça, c'est pas correct parce que si je calcule un déterminant c'est un nombre. Donc ce nombre-là est égal à ce nombre-là, qui est égal à ce nombre-là, etc. Mettre des relations comme ça, d'équivalence par ligne ou par colonne, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux qu'ils aient le même déterminant. Donc le déterminant, c'est un nombre, et ce nombre-là, il est égal. Donc là, je veux vraiment des nombres quand je calcule un déterminant. C'est vraiment des égales. Donc les deux premières colonnes, elles ne bougent pas, donc je les recopie telles quelles, et je fais attention de ne pas me tromper. Et il n'y a que la dernière qui lui arrive quelque chose, donc 1 moins 0, 0 moins moins 1, donc je perds un 0 mais tant pis, et ici moins 1. Et l'avantage de faire ça, c'est que je peux développer sur la première colonne. Donc là aussi, je veux une phrase, à ce moment-là, je développe par rapport à la première ligne, pardon, c'est là où il y a plus de 0, pour savoir ce que vous faites. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'il y aura du 1, le coefficient qui est là, fois le moins 1 à la puissance 1 plus 1, fois le déterminant que j'obtiens quand je vire, comme je fais les choses par rapport à 1, ça et ça, donc ça me donnera 2, 1, moins 1, moins 1. Après, il y a d'autres termes, il y aurait le terme plus 0 où j'aurais éliminé la colonne par rapport à 0, plus ce 0 là où j'aurais éliminé la colonne par rapport à ce 0 là, mais ici, comme ça commence par des 0, évidemment, je n'ai pas besoin de le calculer. Donc ça vaut 1, ici ça vaut moins 1, plus 1, donc ici ça vaut moins 1 si je ne me trompe pas. Et donc moins 1 est non nul, et donc je sais directement que B' est une base de B. J'aurais pu faire comme j'ai fait longtemps, démontrer que c'est une famille libre, il aurait fallu que je prenne, que je suppose qu'une combinaison linéaire de ces trois vecteurs là fasse 0. Mais là, ici, en plus, ça aurait été un petit peu embêtant parce que c'est même pas une famille échelonnée, parce qu'ici j'ai un truc de degré 2, ici j'ai un truc de degré 2, il faut que je résolve un système, etc. Donc c'est un peu plus long. Ici, on vous a dit en calculant un déterminant, donc c'est ce que j'ai fait. Et bah, donc, du coup, je l'ai fait. Et donc, bah, du coup, B' c'est bien une base de R de 2x. Donc, du coup, j'ai fini la question 6. Du coup, je peux passer à la question 7. Alors, on me dit, question 7, déterminer la matrice dans la base B' de f. Donc, n, c'est la matrice dans la base B' de f. Ça veut dire que c'est une matrice, donc 3, 3, où je mettrai f de mon premier vecteur. Alors ici, ce premier vecteur, je peux l'appeler P1, P2, P3, c'est peut-être plus simple. P1, P2, P3. Alors, donc ici, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois calculer f de P1, et ce vecteur-là, je dois le décomposer, non pas dans la base canonique, mais comme dans ma base d'arrivée, ma base de départ, c'est B', je dois le décomposer dans la base P1, P2, P3. Attention, si vous le décomposez dans la base canonique, vous n'aurez pas calculé la matrice de f dans la base B', mais vous aurez calculé la matrice de f dans la base B' au départ, parce qu'ici vous aurez mis f de P1, f de P2, f de P3, virgule B, parce que vous aurez calculé à l'arrivée dans la base canonique. Ici, quand on met une seule fois B', c'est B' au départ et à l'arrivée. Donc ici, c'est f de P1 dans la base P1, P2, P3, f de P2 dans la base P1, P2, P3, et f de P3 dans la base P1, P2, P3. Attention à ne pas vous planter. Et donc, il faut calculer ces vecteurs-là dans la base P1, P2, P3. Alors pour ça, je peux vous proposer, il y a deux méthodes. Je vais commencer par la plus courte. Je sais que f de P1, eh bien, il est dans le noyau, par définition, c'est un élément de mon f de moins i3. Donc je sais que P1, il appartient au noyau de f moins i3, et donc je sais que du coup, f moins i3 appliqué à P1, eh bien, ça vaut le polynôme nul. Polynôme nul, je note 0. Et ça, si je développe, ça fait f de P1 moins P1 égale à 0. Autrement dit, f de P1 égale P1. Et donc maintenant, ce vecteur-là, je dois le décomposer dans la base P1, P2, P3. Et ça, vous voyez, je peux l'écrire une fois P1, plus 0 fois P2, plus 0 fois P3. Donc, ici, dans ma première colonne, je mettrai 1, 0, 0. Ça, je pense que c'était la méthode la plus courte. Si vous voulez une méthode plus longue, c'est de calculer f de P2 grâce à la question numéro 1. Et si vous faites ça, vous aurez un vecteur, et vous verrez que ça donnera le vecteur 1 plus x. Quand vous utilisez le résultat de la question 1, bon, je ne vais pas le faire parce que ça peut être un peu trop long. Et par contre, il faut calculer les autres. Où est P2? Je sais que P2, il est aussi dans le noyau
de f moins i3, donc je sais que f moins i3 de P2 vaut le polynôme nul, et donc de même, j'ai que f de P2 moins P2 vaut 0. Autrement dit, f de P2, si je cherche la décomposition dans la base P1, P2, P3, bah, je vais l'écrire 0 fois P1, plus 1 fois P1, 1 fois P2, plus 0 fois P3. Alors vous pourriez me dire, ok, cette décomposition-là, elle marche, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres, parce que P1, P2, P3, c'est une base, c'est une famille libre, donc les coefficients qui sont là, ils sont uniques. Et j'en ai trouvé qui marchent, donc forcément, c'est les seuls. Donc dans ma deuxième colonne, c'est 0, 1, 0. Enfin, maintenant, il faut que je calcule f de P3. Et f de P3, cette fois-ci, P3, je sais qu'il est dans le noyau de f moins 2i3. Donc là, ça va être la même chose. F moins 2i3 fois P3 vaut 0. Et ça, quand je calcule, c'est f de P3 moins 2P3 égale 0. Autrement dit, f de P3, cette fois-ci, vaut 2P3. Il faut bien que ça change un petit peu. Et 2P3, je cherche à le décomposer dans la base P1, P2, P3, donc c'est 0P1 plus 0P2 plus 2P3. Et donc ici c'est 0, 0, 2. Et voilà, j'ai ma matrice N, elle est diagonale. C'est pas une surprise, hein. Souvent en général on vous propose de faire des choses pour que ça marche, pour que ça donne quelque chose d'agréable. Et ici, bah, du coup, c'est agréable. Voilà, très bien. Donc, on peut passer à la question d'après. Quel lien on peut faire entre N et M? Eh bien, M, c'était la matrice de F dans la base M. N, c'est la matrice dans une nouvelle base. Donc je sais que M, elle va s'écrire P fois N fois P-1, avec P, la matrice de passage de la base B à la base B'. Ce que j'ai noté P flèche BB'. Et c'est quoi cette base-là? C'est les coordonnées de B' dans la base B. Mais ça, ces vecteurs-là, je connais les vecteurs de B'. Les vecteurs de B', bah, c'est P1, P2, ce que je notais P1, P2, P3, donc c'est 1 plus X. Donc les coordonnées de 1 plus X dans la base 1x, x carré. C'est ça qu'il faut se rappeler que ici c'est 1x, x carré. Et ici c'est P1, P2, P3, que je décompose dans la base 1x carré. Donc si je me dis que c'est 1 plus X, ben, ces coordonnées c'est 1, 1, 0. Ici P2, je sais plus ce que c'est 2x plus x carré, donc ici c'est 2, 1, 0, 2x plus x carré. Et P3, c'est 1, 0, moins 1. Voilà. En fait, c'est exactement les scalaires qui étaient, les nombres qui étaient là, que j'avais calculé déjà dans le déterminant. Le déterminant, c'était un nombre avec des barres droites, et je calcule une matrice de passage, donc c'est des parenthèses. Attention à ne pas confondre déterminant et matrice, ici c'est une matrice. Voilà. Et donc, voilà, le lien, on l'a fait. Et maintenant, si je veux m puissance p, d'après le cours, c'est pn puissance p fois p-1. Alors, ne confondez pas vos petits p et vos grands p. Et comme n est une matrice diagonale, je sais que ce que je mets sur la diagonale, c'est les coefficients de n à la puissance p. Et le reste, c'est des 0. J'aurai du 1 puissance p qui vaudra 1, du 1 à la puissance p qui vaudra 1, et du 2 puissance p. Donc 0, 0, 0, 0, 0, 0, fois p-1. Et ce qui vous reste à faire, c'est calculer l'inverse de p. Donc p, c'est une matrice 3-3. Vous pouvez l'inverser par Gauss-Jordan, vous faites le produit. Et à la fin, vous trouvez m puissance p. Quand vous dites calculer explicitement, c'est qu'à la fin, je veux voir une unique matrice, donc un unique truc comme ça, ici avec des coefficients, donc il y aura 9 coefficients à calculer, qui évidemment dépendront de petit p, et donc vous aurez une puissance p. Ce que je vous conseille à faire, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, c'est de calculer cette matrice, la matrice que vous avez obtenue au brouillon, vous la calculez pour p égale 0, parce que vous devez trouver i3, que ça donne la matrice i3, puisque m à la puissance 0, c'est censé faire i3 d'après le cours, et pareil, p égale 1, vous pouvez remplacer p par 1 au brouillon dans cette matrice-là, et vous devez trouver la matrice m. Si vous trouvez ces deux matrices-là, ça prouve pas que vous n'avez pas fait d'erreur, mais en tout cas, ça prouve que vos calculs ils sont a priori cohérents. Voilà, ça peut valoir le coup de vérifier au brouillon, c'est pas quelque chose qu'il faut faire au propre, mais au moins au brouillon, vous détectez un risque d'erreur. Et si vous êtes planté là-dedans, allez chercher votre erreur. Ici c'est la fin du problème, mais dans un problème plus long, on aurait pu en avoir besoin de ce calcul-là. On pourrait vous dire à la question 9, en utilisant m puissance 5, typiquement vous allez prendre p égale 5, mais si votre formule elle est fausse, si déjà elle ne marche pas pour i3 et pour m, pour p égale 0 et pour p égale 1, probablement qu'elle ne marchera pas pour 5, à moins d'un miracle miraculeux, mais qui n'arrivera pas. Il vaut mieux donc des calculs justes pour aboutir. Si vous avez fait une erreur, c'est que soit vous avez confondu le rôle de p et p-1 ici, soit vous êtes trompé dans le calcul de p-1, soit vous avez fait un calcul dans le produit matriciel. Et ça, il faut
Et à tout prix, ne pas faire ce genre d'erreur, parce que ça peut vous couler pour la suite du problème. Voilà, du coup, ça finit l'exercice d'algèbre.